Je suis ravie d'accueillir pour en parler Frédéric Fougera sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour, vous êtes expert en communication, auteur du livre La com est un métier. Vous avez également été classé fin 2021 numéro 1 du classement Forbes des décideurs de la communication les plus influents. Vraiment, je suis très contente de vous avoir sur le plateau. Vous êtes formidable, vous savez. On va voir, on va voir. Voilà. On va voir si je passe mon tour. Non, mais s'il a une influence à ce point-là, vous savez, c'est très important. Non, je plaisante évidemment, mais vous allez voir à quel point la communication est importante parce que souvent, soit méprisée, soit pas forcément comprise. Et on va voir à quel point eh bien, on peut faire ou défaire une carrière, ou en tout cas faire bouger les choses. Norman Gourrier est avec nous également. Vous êtes secrétaire général du syndicat national des collèges et des lycées. Merci d'être là. Norman, qui est un Merci de votre invitation. Bonjour Virginie. Merci. Un habitué du Grand JT d'éducation, on parle souvent ensemble de tous les sujets qui touchent l'éducation. Et comme l'éducation touche tous les sujets de société, ça tombe bien, c'est pour ça que School TV plaît et fonctionne. Alors la communication, on en parle justement, car c'est très intéressant de voir la nomination de Pape Ndiaye sous le prisme justement de la com. Vous le dites vous-même, la com c'est un métier, c'est même essentiel. Et je sais à quel point c'est essentiel, moi aussi. La nomination de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation, est-ce que pour vous, c'est un coup de com', à la fois d'Elisabeth Borne et à la fois, évidemment, d'Emmanuel Macron? Alors, je ne sais pas si c'est un coup de com', parce qu'un coup de com', c'est quelque chose de calculé. Un coup de com', je dis souvent que c'est quelque chose d'assez éphémère. J'appelle ça aussi de la communication faciale facile. On fait une petite opération qui fait un petit peu de bruit tout de suite, on est content, on a fait du bruit, puis on passe à autre chose. Là, il s'agit d'un ministre, il s'agit d'un ministère régalien. Il est supposé durer, il est supposé entreprendre un nouveau virage dans la politique d'éducation nationale et ce second mandat du président de la République. Donc, un coup de com', peut-être pas, mais c'est peut-être une belle opération de com', ou assurément une opération de com' quand même, belle ou pas, suivant l'angle de ceux qui vont la commenter. Une opération de communication, car effectivement, si on croit, en tout cas, tous les articles sont sortis là-dessus, Jean-Michel Blanquer pendant 5 ans, aujourd'hui Pape Ndiaye, qui sont deux visions différentes. Donc une communication dans le sens où Emmanuel Macron et Elisabeth Borne auraient voulu marquer la différence par rapport au premier quinquennat. Alors, moi, je peux pas rentrer dans le débat Bien politique sûr. parce que c'est Je pas. parle juste de la communication. C'est pas mon expertise et je ne suis pas certain qu'il y ait à ce point une volonté de changement. Il y a une volonté d'évolution. Il y a un nouveau mandat avec des nouvelles perspectives, des nouvelles ambitions. Alors, c'est normal d'imaginer que ce ministère puisse être incarné par une nouvelle personnalité. Mais alors, en quoi une opération de communication? Alors, juste rappelons quand même que l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer, c'est le ministre qui est resté le plus longtemps en fonction, donc c'est pas non plus absolument aberrant de le voir être remplacé par un autre ministre. Maintenant, en quoi c'est une opération de communication? D'une part, ce n'est pas un homme politique. En politique, on n'aime pas trop les gens venus de l'extérieur. On a soi-même suffisamment souffert pour espérer un jour devenir ministre, alors qu'il y en a un qui se pointe comme ça et qui du coup prenne la place des autres. Il n'est pas forcément le bienvenu. Mais vu par le prisme des Français, en revanche? Non, alors, mais ce sujet, à mon avis, n'a aucun intérêt pour les Français. Enfin, les Français, ils ont des problèmes de pouvoir d'achat. Ils pensent peut-être déjà aux vacances. Ils pensent à leur futur logement. Ils n'en ont rien à foutre de cette polémique ou de cette Mais de penser provocation. qu'un ministre vient de la vie civile, finalement? C'est le monde politique et médiatique que ça intéresse. Vous pensez que les Français s'en fichent de ça? Je pense qu'ils s'en fichent plutôt pas mal. Deux? C'est un symbole parce qu'il est noir. On pourra m'expliquer ce qu'on veut, mais enfin, le nombre de membres de gouvernement ou de décideurs, que ce soit dans le public ou dans le privé, qui soient de couleur, ça reste assez rare, donc ça reste un événement. Comme une femme première ministre, Oui. ça reste un événement. Et puis, je pense que certains critiques, il y a certaines critiques racistes qui ne sont pas que racistes, parce que c'est pas seulement le fait qu'il soit noir, il y en a quand même eu d'autres, même si on n'en a pas forcément eu beaucoup à ce niveau de ministère, mais c'est un noir et qui pense. Il est brillant, il a des idées, il a écrit sur la condition des Noirs, et là ça commence à en inquiéter certains, parce qu'il aurait un avis, et du coup il pourrait répandre son avis, et comme tout intellectuel ou comme tout homme brillant, souvent on préfère qu'il soit assez discret ou qu'il reste muet. Dans ce cas-là, il ne dérange pas, à partir du moment où on les place sur le devant de la scène. Alors là, ça devient un peu plus gênant pour certains, les gens, certains qui n'ont pas envie de voir toute cette diversité ou toute cette pluralité dans le personnel politique. Et dans ce sens-là, c'est un coup de com', parce qu'évidemment, il y a une forme de provocation en l'ayant nommé. Et oui, c'est quand même inquiétant de parler de provocation juste par une nomination, effectivement, d'un personnage de couleur à un poste de ministre. Qu'en pensez-vous, de votre côté, Norman Gourrier, sur l'aspect, justement, de marquer une vraie différence entre le premier quinquennat et le deuxième quinquennat, entre Jean-Michel Blanquer et, évidemment, Pape Ndiaye?
Alors, à mon tour, moi, je ne suis pas expert de communication, mais je C'est peux me bien pour permettre ça que tous de les deux vous donner un êtes avis là. là-dessus. Il y avait sans doute un signal qui était attendu de la part des enseignants après 5 ans de direction assez solitaire et plutôt brutale de Jean-Michel Blanquer. Donc, évidemment, il y avait quelque chose de symbolique autour de la nomination de la personne du ministre. Et puis, nous sommes dans une période d'entre-deux scrutins avec les législatives à l'horizon. Pour une fois, ces législatives ne sont pas complètement jouées d'avance, donc il y avait aussi peut-être un calcul électoral qui pouvait justifier tel ou tel choix. Là où on peut voir un indice d'une nomination qui relève peut-être de la communication, c'est que quand on regarde sur le papier les projets d'Emmanuel Macron pour les 5 ans qui viennent pour l'éducation, ce sont des réformes assez internes, assez structurelles et assez complexes et techniques, hein, où on en a parlé ensemble déjà sur la Oui. revalorisation salariale, sur la restructuration horaire du collège, sur la réforme de l'apprentissage. Donc ce sont des idées et des réformes qui auraient plutôt appelé un ministre du système, un ministre à la Jean-Michel Blanquer, qui connaît la DGESCO, qui sait comment fonctionne la DGRH, et pas forcément une personne venue de la société civile et un intellectuel. Donc il y a bien un contre-pied pris par cette nomination par rapport à la feuille de route que l'on a pour le moment de la part d'Emmanuel Macron. Reste à voir comment l'ensemble de l'équipe qui va se constituer autour de Pape Ndiaye va fonctionner, puisqu'on a appris là très récemment que son directeur de cabinet a été désigné, ce sera Jean-Marc Huard, et Jean-Marc Huard, lui, pour le coup, est un très grand ami, proche, suiveur et parent de pensée de Jean-Michel Blanquer. Donc il va y avoir aussi une sorte de dichotomie à l'intérieur de ce ministère qui va se mettre en place entre un personnage intellectuel, public, qui a sans doute des qualités d'écoute que n'avait pas son prédécesseur, ou davantage, ce qui ne sera pas difficile, et peut-être aussi un défaut de connaissance du système interne qui va être nécessaire dans les textes, dans la manière dont les choses vont techniquement se dérouler dans les 5 ans. Alors, dichotomie ou plutôt union, hein, union qui fait la force effectivement entre un personnage de la vie civile qui a des idées, effectivement intellectuelles comme vous le dites, qui a fait aussi évoluer beaucoup de mentalités sur plein d'éléments essentiels, et puis effectivement quelqu'un, directeur de cabinet, qui connaît bien effectivement la fonction et le milieu de l'éducation. Oui, alors on peut l'espérer que ça fonctionne, mais on a aussi des signaux d'inquiétude parce que dans les idées qui sont en route dans le prochain quinquennat, on remet quand même beaucoup en cause les parcours de formation d'excellence disciplinaire comme l'agrégation, comme les classes préparatoires. Monsieur Pape Ndiaye est un agrégé d'histoire et il est passé par les CPGE. Donc j'ai du mal à croire qu'il puisse être porteur d'une réforme structurelle qui va porter un coup aux diplômes et aux concours qui ont fait l'homme qu'il est aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il a été courageux, il a pris beaucoup de risques de nombreuses fois dans ses positions. Et maintenant, le fait d'accepter effectivement ce poste au ministère. Alors, on parlait des symboles justement et de communication. Autre symbole très fort, et les premiers mots de Pape Ndiaye lors de sa nomination ont été adressés à un collège, comme il a dit lui-même, le collège de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Ça a été son premier déplacement en tant que ministre, le collège du Bois d'Aulne, très exactement. Quel signal cela envoie pour son mandat ? Bah déjà, ça montre que c'est un ministre il a l'intention de s'inscrire comme étant un ministre de terrain et d'aller à la rencontre des enseignants et des élèves. D'ailleurs, quand on disait c'est une personnalité issue de la société civile, c'est quand même un universitaire. Donc certes, il n'est pas du sérail de l'administration de l'éducation nationale, mais enfin, il n'y est pas non plus totalement étranger. Donc je pense que le premier signal, c'est de montrer qu'il va s'intéresser au terrain, qu'il va s'intéresser au dialogue, à l'écoute. Et ça aussi, c'est une forme de communication. Une première sortie, c'est pas anodin. Donc voilà, il a mélangé de l'actualité, de l'émotion et aussi des images de terrain qui montrent quel type de ministre. Première sortie discrète d'ailleurs. Hein. Il n'a pas rassemblé, je crois, toute la presse. Hein. C'était assez discret. Il y a eu quelques photos, quelques images, mais c'était assez discret. Sans caméra. Ouais, sans caméra. Alors, je vais être peut-être un peu sarcastique, mais peut-être n'a-t-il pas encore constitué tout son cabinet, son équipe de presse ou de com n'est peut-être pas là pour organiser le tout, mais c'était peut-être aussi son intention. Je ne peux pas porter un jugement, je ne connais pas les raisons de la discrétion de ce déplacement, mais ça peut être aussi cela. Ouais. Ça peut être voulu, effectivement, on ne sait pas. Justement, Norman Gourrier, alors vous, une réaction par rapport au fond, très exactement. Le fond, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Est-ce que c'est un signal fort adressé justement aux enseignants, au personnel de l'éducation, avec l'investissement d'un ministre qui est là, présent à vos côtés? C'est un signal très fort, extrêmement positif, très bien choisi.
parce que malheureusement, le cas de Samuel Paty est déjà en train d'être derrière nous pour l'administration et le ministère. Beaucoup de gens aimeraient enterrer cette histoire beaucoup plus vite qu'elle ne devrait l'être. Nous, au SNCL, on est toujours demandeurs d'une enquête parlementaire indépendante pour connaître les tenants et les aboutissants exacts de ce qui s'est passé autour de l'assassinat de Samuel Paty, parce que tout ce qu'on a, c'est une enquête interne où le ministère s'auto-congratule d'avoir fait tout ce qu'il fallait quand il fallait. Et donc, c'est certainement pas Jean-Michel Blanquer qui aurait été remettre les pieds dans ce sujet-là, quand on voit qu'on n'a même pas pu dresser le buste mémoriel à l'égard de Samuel Paty qu'on voulait installer, que des collèges qui ont voulu changer de nom pour s'appeler Samuel Paty n'ont pas pu le faire. On voit bien qu'il y a quand même en haut lieu une volonté d'oublier, de tourner la page un peu trop vite. Et donc, c'est bien sûr sur cette question que les enseignants aussi attendent le nouveau ministre et qu'il soit là dès le début, que ses premiers mots aillent pour Samuel Paty. C'est très important. Et je pense aussi que ça montre qu'il est conscient qu'on va l'attendre et qu'un certain nombre de détracteurs vont l'attendre sur la question de la laïcité de manière plus générale. Et donc, pour nous aussi, au SNCL, c'est très important de pouvoir le rencontrer très rapidement. On va envoyer notre demande d'entrevue dans la semaine et pouvoir lui présenter nos préconisations sur la laïcité pour être sûr qu'il est là en tant que ministre républicain pour défendre la laïcité à la française. Quand on l'a reçu, on a eu la chance de le recevoir il n'y a pas si longtemps, Papa Ndiaye, sur ce plateau, on avait longuement justement évoqué cela, les principes de laïcité, les principes de république. On a vu les critiques qui sont sorties tout de suite après sa nomination, ça a été terrible. Donc indigéniste pour Marine Le Pen, anti-républicain pour d'autres, anti-flic et militant raciste pour Jordan Bardella, un homme qui veut déconstruire l'histoire de France pour Éric Zemmour. Les critiques ont été absolument monstrueuse, teintée de racisme partout. Et vous l'évoquiez il y a un instant. Est-ce que c'est encore ça aussi, la France d'aujourd'hui? La France, finalement, qui accepte ses ministres, mais avec toujours une sorte avec perte et fracas, avec haine, avec un côté militant. Je n'imagine pas que ce soit la France d'aujourd'hui, mais c'est une partie de la France d'aujourd'hui. Voilà, ce ministre n'est pas comme les autres et donc il n'a pas le même traitement que les autres. Et puis vous noterez, toute la France est devenue scientifique à l'apparition d'une pandémie. Bien, maintenant, tout le monde connaît en fait l'œuvre, la pensée, les écrits de Papa Ndiaye. Je ne suis pas certain que beaucoup aient lu ni ses livres ni ses déclarations, mais déjà tout le monde sait les commenter. C'est assez inquiétant parce que ça va surtout dans une seule direction et qui est celle d'un racisme latent ou caché. Et oui. Nous recevions hier Rodrigo Arenas, qui est donc candidat pour... alors, je ne sais pas comment vous dites d'ailleurs. Vous dites la NUPES, la NUPS, la NUPS la NUPS, moi, je ne suis pas candidat aux élections législatives. Quand vous parlez de ce mouvement... J'entends NUPES, moi. NUPES, alors voilà, on va dire NUPES, parce que moi je ne sais plus comment dit-on. Chacun y va de son avis. Mais même eux ne savent pas. Il faudrait quand même qu'ils fassent des efforts sur les noms, parce qu'entre NUPES, Renaissance, etc., c'est plus possible. Enfin, ça aussi, c'est de la communication. Candidat, donc NUPES aux législatives. On se demandait finalement à quelle fin Papa Ndiaye aussi avait été nommé. Est-ce clairement un message adressé aussi à la gauche, puisque Jean-Luc Mélenchon était très fort évidemment aux élections législatives, l'extrême droite aussi bien sûr, mais l'extrême gauche. Est-ce que c'est aussi une manœuvre politique ? C'est une manœuvre politique. Le mot manœuvre a une connotation négative, donc je ne suis pas certain que ce soit une manœuvre, mais la composition de ce gouvernement montre bien une recherche d'équilibre entre l'ancienne gauche et l'ancienne droite, parce que parler de gauche et de droite aujourd'hui, je ne suis pas certain que ça reste ou ça garde beaucoup de sens, notamment pour les Français. Maintenant, il y a le centre et les extrêmes, donc c'est bien simple. Encore une fois, pour les politiques et les médias, ça a du sens, parce qu'on se réfère à des vieilles données, mais aujourd'hui, le Français, il faut effectivement plutôt un extrême centre et puis des extrêmes de chaque côté. Mais pour répondre à votre question, oui, ça participe à une forme d'équilibre et ce ministère revient plutôt à une personnalité que l'on considère issue de la gauche, qui s'est manifestement bien présenté comme un homme de gauche. Alors, Papa Ndiaye est également un pur produit de la méritocratie. Il l'a dit lui-même d'ailleurs dans son discours. Est-ce que c'est bon aussi au niveau com ? C'est excellent au niveau communication. On a quand même rarement des élus qui sont d'abord qui viennent des classes populaires, qui ont le parcours qu'a Papa Ndiaye, et c'est bien de le rappeler parce qu'il n'y a pas que des énarques, il n'y a pas que des gens qui sont favorisés dès la naissance pour ensuite accéder à des responsabilités, à la gouvernance, aux affaires. Donc je trouve que c'est excellent en termes de communication. Donc là, autant pour le président de la République, la première ministre, que même pour le personnel de l'éducation nationale ou pour les parents, de montrer que l'ascenseur social, il existe pour tout le monde. Il peut même exister pour un ministère régalien et pour celui qui devient le ministre de l'Éducation nationale. Vous nous disiez tout à l'heure qu'un coup de com', c'était éphémère. Est-ce qu'on peut imaginer que cette nomination soit éphémère et qu'aux législatives,
on change de ministre de l'Éducation nationale? En fait, on peut tout imaginer, et à ce moment-là, si c'est le cas, on pourra dire que ça n'aura été qu'un coup de com'. Maintenant, si dans la durée, il est toujours là, ça montrera que ce n'était pas un coup de com'. Mais une opération de communication, ça y est. Une opération. C'est bon, j'ai bon ou pas? Non, mais une polémique choisie, décidée, réfléchie certainement. Je pense que le président de la République sait parfaitement ce qu'il a fait, mais pas nécessairement pour faire un coup de com' donc éphémère, mais pour essayer de transformer les choses, peut-être participer à transformer les mentalités, et puis peut-être inscrire cette nomination dans de la normalité. En ça sera une très bonne communication, en tout cas de mon point de vue. Alors justement, une réaction de Norman Gourrier, on parle de normalité, on parle de méritocratie. Est-ce que c'était important aussi d'avoir un ministre de l'Éducation qui soit dans ces rangs-là, côté populaire? Oui, parce que de toute façon, ça fait assez longtemps qu'on a une méfiance qui s'est installée dans le pays à l'égard des technocrates. Donc, à partir du moment où une personne n'est pas issue de ce cercle-là, elle a plutôt un a priori favorable, en tout cas chez les enseignants, qui se souviennent encore des ministres passés de manière douloureuse. Et puis, Pap Ndiaye est connu aussi pour être une personne diplomate et d'écoute. Donc, c'était aussi une attente et une demande des enseignants. Donc, à ce titre-là, oui, sa désignation peut être une manière de regagner leur électorat. Et je pense qu'à La République En Marche, on était entre ce dilemme de désigner des guest stars et avoir un casting séduisant pour les législatives, mais après il faut gouverner sur le long terme et on ne peut pas non plus changer 90% des ministres après les législatives, parce qu'il y a un impact aussi sur l'image, sur la cohérence de la ligne. C'est pourquoi, et connaissant aussi par expérience ce que Emmanuel Macron a pu faire et le soutien qu'il a pu apporter à de nombreux ministres, y compris ceux qui étaient un peu mis dans la tourmente ou bousculé par l'opinion publique, je pense qu'il a plutôt un profil à rester, à quelqu'un qui sera soutenu par le président de la République sur le long terme et qui va effectivement tenter de mener les réformes en ayant sans doute l'appui d'un cabinet plus technique pour les points de structuration interne des réformes. Norman Gourrier, on le sait, hein, les professeurs et tout le monde de l'éducation est exsangue, fatigué à la fois de cette pandémie, de Covid, de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 années, et puis aussi, évidemment, par toutes les réformes menées par Jean-Michel Blanquer, certaines qui sont perçues comme bonnes, intéressantes, et d'autres moins, on en a parlé ensemble, et surtout par le manque de dialogue qu'il y a eu, effectivement, entre le ministère et ce monde de l'éducation. Comment, vous parliez de dialogue à l'instant, comment on peut espérer que ce dialogue se fasse de manière très rapide, parce que finalement, au mieux, il a 5 ans pour pouvoir tout changer. Alors, le simple fait de recevoir les syndicats serait déjà un mieux par rapport à Jean-Michel Blanquer, hein, parce qu'il faut rappeler que sur les 2 dernières années du mandat, les rencontres bilatérales ou multilatérales étaient impossibles avec le ministère. Donc, le simple fait de réintroduire du dialogue social, ça sera déjà mieux. Donc, je ne doute pas que très rapidement, le ministre va convoquer les différents syndicats pour une réunion multilatérale. Il répondra ou il ne répondra pas aux demandes bilatérales comme celle du SNCL dans les semaines qui viennent. C'est là aussi qu'on va le juger. Est-ce que la porte sera ouverte ou pas? Il y aura aussi sans doute des conseillers, un directeur de cabinet qui peut prendre le relais sur certains sujets plus techniques. Donc ça va être le premier point. Et puis vous savez qu'en décembre prochain, il y a les élections professionnelles pour les syndicats, avec des règles qui ont complètement changé dans la représentation des syndicats et dans la représentation du dialogue social. Donc là aussi, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir avancer. On peut restaurer du paritarisme, on peut restaurer des échanges préalables avec les syndicats par rapport aux commissions de fonctionnement. Tout est possible, hein, tout ce qui a été détricoté des textes de 1983 par Jean-Michel Blanquer, mais peut-être qu'on peut, sans tout annuler, refaire quelques pas dans la direction d'un dialogue plus moderne, et c'est là-dessus qu'on le jugera. Si ce n'est que de l'affichage, on s'en rendra compte très vite. Dernière question, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne, mais c'est juste sur le poids des syndicats. Justement, je voudrais une réaction, Norman Gourrier, parce qu'on ne se rend pas compte, nous, quand on est extérieur, mais à quel point les syndicats sont importants justement dans ce monde enseignant. Et j'aimerais votre réaction aussi, Frédéric Fouragera, à ce sujet. Juste Norman Gourrier, mais rapidement. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, depuis le gouvernement Hollande, toutes les structures consultatives où siègent les syndicats prennent des décisions, votent, mais les différents ministres, ça avait commencé avec Manuel Valls, décident d'aller outre le vote des syndicats. Donc à partir du moment où effectivement on ne tient plus compte des résultats de vote, notre pouvoir consultatif a été réduit à peu de choses, alors qu'on a une connaissance du terrain et qui permet d'affiner les dossiers. Donc
là-dessus, on a énormément reculé. Et jusqu'à la loi de transformation fonction publique, on était associé aussi aux préparations des actes préliminaires de promotion des collègues, de mutation des collègues, de tous les mouvements de carrière. Donc on pouvait repérer les erreurs, intervenir, défendre des dossiers qui nous semblaient injustement traités. Maintenant, tout est passé à la moulinette d'algorithmes et d'ordinateurs qui décident à la place des gens, et on n'a plus accès, depuis Jean-Michel Blanquer, on ne peut plus voir les éléments de barème qui permettent aux ordinateurs de décider. Tout se fait dans l'obscurité. Juste, pardon, je vous coupe parce que j'ai besoin de rendre l'antenne, mais je voudrais juste une réaction de Frédéric Fougera à ce sujet, sur le poids des syndicats, justement. Je pense que le poids des syndicats est important. Ils participent aussi à la réussite de la politique du ministère de l'Éducation. Et eux aussi font de la communication, et c'est heureux, parce qu'eux aussi doivent défendre des valeurs, doivent défendre des projets, des programmes, et donc leur position pour se faire élire d'une part, mais pour ensuite accompagner le ministère. Et là, il y a un besoin de communication qui est aussi essentiel. D'ailleurs, on l'a vu avec la réforme Blanquer et le grand oral, on prépare aussi les élèves justement à pouvoir s'exprimer et pouvoir exprimer leurs idées quand ils en ont. Merci à tous les deux d'avoir été... Petite dernière chose, si je peux me permettre. Vous savez que Emmanuel Macron a promis des échanges avec tous les enseignants, les familles et les élèves en début de mandat pour préparer l'école de demain. Et donc, c'est aussi comment ces échanges vont se passer avec le ministre, si on nous écoute vraiment et si ce sont des choses qui sont vraiment libres de parole ou pas. C'est ça qui fera aussi la différence. Justement. On fera le point ensemble sur ce plateau, Norman. Vous viendrez en plateau cette fois-ci pour évoquer tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat national des collèges et des lycées. Frédéric Fougera, merci également d'avoir été avec nous. C'est passionnant de pouvoir parler justement de communication. Je rappelle, je vais y arriver, que vous êtes expert donc, en communication, auteur de l'ouvrage « La com est un métier ». Et puis je le redis quand même, parce que ça fait du bien de se le dire. Hein. Oh là là, classé fin 2021, numéro 1 du classement Forbes des décideurs de la communication les plus influents. Aïe, aïe, aïe. Allez, on marque une courte pause et on revient dans un instant.